Salut à tous et bienvenue sur le premier épisode de cette série que j'ai décidé d'appeler Beauté à tout prix. Bien évidemment, on va parler chirurgie esthétique, ma passion. Moi, c'est Naomi et si comme moi, tu aimes les histoires mystérieuses et dramatiques, sache que tu es au bon endroit. Je poste une nouvelle vidéo tous les dimanches, alors je t'invite à me suivre pour ne rien rater. Sans plus tarder, on va commencer, alors prends ton thé et installe-toi confortablement. Bon, pour introduire cette nouvelle série, je me suis dit quoi de mieux que de parler des origines de la chirurgie esthétique. Comment est-ce qu'on en est venu à se mettre du silicone dans les seins et à se faire charcuter le nez? Je me suis dit, il y a forcément une raison à ça. Et ce que j'ai appris, les gars, vraiment, j'étais pas prête. Alors, si tu penses que la chirurgie esthétique est une pratique plutôt récente, laisse-moi te dire directement que pas du tout. Les Indiens sont les plus anciens chirurgiens de l'histoire. Et tout ça, ça date de 500 ans avant Jésus-Christ. Bon, à l'époque, en Inde, si tu commettais un délit type trahison, adultère, etc., on avait l'habitude de te punir avec une manière assez spéciale, on va dire. Une des manières les plus répandues de traiter les criminels était de leur couper le nez. Donc à cette époque, en Inde, il y avait pas mal de personnes qui se baladaient dans la rue sans nez, en fait. Un peu en mode Voldemort, tu vois. Bon, déjà, tout le monde savait que t'étais un criminel dans la rue. Mais en plus de ça, je te laisse un peu imaginer la douleur. Mais bon, faut se dire que si cette technique de punition n'avait pas existé, on n'aurait pas de rhinoplastie aujourd'hui. Quand le docteur Sushruta a vu ces personnes sans nez, il s'est dit non, je dois faire quelque chose pour eux. Sushruta, c'était le chirurgien en Inde. C'était un peu le docteur Miami de l'époque, tu vois. Il était super connu et les gens qui en avaient les moyens allaient chez lui pour se faire refaire le nez. Il a carrément écrit un livre où il a décrit plus de 300 procédures et 120 instruments chirurgicaux. Bon, pour réparer le nez des patients, ils prenaient une partie de leur joue ou bien de leur front avant de la placer là où ils avaient le nez de base. Ensuite, ils modelaient ça avec des tiges qu'ils laissaient pendant plusieurs semaines jusqu'à ce que la peau prenne la forme d'un nez et ils finissaient par appliquer des plantes médicinales et de l'huile de ricin pour faciliter la cicatrisation. Contre la douleur, ils donnaient du vin et du cannabis à ces patients pour qu'ils s'endorment avant l'opération. En gros, c'était un peu l'anesthésie à l'ancienne, tu vois. Bon, t'imagines bien que le résultat était pas franchement fameux, mais bon, pour l'époque, c'était plutôt impressionnant. Le seul truc, c'est que ce livre sur la chirurgie était écrit en sanskrit, une ancienne langue indienne. Ce qui veut dire que toutes ces avancées médicales étaient inconnues du reste du monde. Hormis en Égypte, où on a aussi trouvé des récits qui démontrent que les chirurgiens arrivaient à faire des rhinoplasties. Il a fallu attendre le XVIe siècle pour que des chirurgiens italiens commencent à faire la même chose. Mais ce n'est qu'en 1793 que 2 chirurgiens anglais ont pu observer leurs confrères indiens en train de pratiquer l'opération en question. Un peu plus tard, un article mettant en avant cette pratique est paru dans une revue londonienne et Joseph Constantine Carpu a dit « Hey, moi aussi, il faut que je sache faire ça en fait. » Il s'est entraîné pendant près de 20 ans sur des cadavres avant de réussir à réaliser l'opération en 1814. Il a ensuite publié un livre qui a permis de populariser l'opération en Europe et aux États-Unis au début des années 1830. Et selon les médecins, c'était tellement réussi qu'on aurait dit que la personne avait retrouvé son nez. Moi, je préfère rien dire, je te laisse juger par toi-même. Bon, après, c'était quand même mieux que rien. Parce qu'il faut savoir qu'à cette époque, en Angleterre, beaucoup de personnes avaient perdu leur nez. Et devine à cause de quoi? La syphilis. Quel est le rapport? Je vais t'expliquer. À cette époque, l'Europe entière est touchée par une épidémie dévastatrice et affreuse de syphilis. Et si tu ne le savais pas encore, la syphilis détruit les tissus du nez. Là par contre, je peux pas vous dire pourquoi. Donc beaucoup de personnes se baladaient avec des énormes trous à la place de leur nez. Et de la même manière qu'en Inde, quand t'avais pas de nez, t'étais pas vraiment très bien vu, tu vois. Surtout que la syphilis c'est une IST, donc voilà, t'avais pas trop la cote. Donc quand les docteurs anglais ont appris qu'ils pouvaient refaire des nez, ils se sont dit bingo, on va faire fortune. Et ils ont eu totalement raison parce que toutes les personnes qui avaient les moyens voulaient se refaire le nez. À ce moment-là de l'histoire, l'idée autour de la chirurgie, c'est de te rendre l'apparence que t'avais avant. Mais c'est après la Première Guerre mondiale que tout va changer. À ce moment-là, les armes étaient beaucoup plus avancées, ce qui veut dire que les soldats recevaient des éclats d'obus, de métaux, etc. Enfin bref, c'était vraiment pas joli à voir. Donc ceux qui étaient chanceux rentraient à la maison, certes, mais avaient affaire à une nouvelle difficulté, le regard des gens. Certains avaient des trous dans le visage, il leur manquait des yeux, ou encore il leur manquait leur nez, le fameux nez. Je te jure, j'ai jamais autant aimé mon nez qu'après avoir préparé cette vidéo. Donc beaucoup d'hommes rentrent après avoir défendu leur pays et n'arrivent pas à trouver un travail à cause de leur apparence. C'est là que Harold Gillies, un chirurgien de Nouvelle-Zélande, arrive un peu comme Superman, tu vois, et il se dit non, je vais changer ça. En 1917, il ouvre le premier hôpital entièrement consacré à la chirurgie reconstructrice en Angleterre. Il devient super connu et riche, et c'est là que les chirurgiens et les médecins se disent « Oh, il y a de l'argent quand même ici. » C'est à ce moment-là de l'histoire que la chirurgie va vraiment devenir un business très lucratif, vous allez voir. Bon, par contre, à l'époque, ils mettaient tout et n'importe quoi dans le corps et le visage des patients, notamment de la laine, du cartilage, des éponges, du polyester, de l'ivoire, du verre.
Très bizarre ça quand même. Et même du caoutchouc broyé. Bon, ils ont testé quoi. Ils ont testé, on peut pas leur en vouloir. Les injections entrent dans le chat. Et c'est là qu'on arrête de parler de chirurgie plastique ou reconstructrice et qu'on rentre dans l'ère de la chirurgie esthétique. Donc là, l'idée, c'est vraiment de s'embellir, de modifier totalement ou partiellement les éléments de son corps et de son visage. Bon, à l'époque, ils utilisaient vraiment tout type de composants pour faire des injections, notamment de la vaseline, qui bien évidemment fondait à cause de la chaleur de notre corps. Ce qui fait que ça durait pas vraiment très longtemps. En 1920, ils se disent, bon, il faut qu'on trouve un composant qui va pas fondre à 37 degrés. Pourquoi pas de la paraffine? Et c'est là que les femmes ont commencé à se rendre chez les médecins pour des injections dans les joues, la poitrine ou encore le nez. Les hommes aussi venaient bien évidemment chez les médecins pour des injections... vous savez où quoi. Les résultats étaient plutôt pas mal et c'était devenu la manière la plus populaire de faire des injections. Le seul problème, qui est plutôt majeur selon moi, c'est que la paraffine c'est un peu comme un poison pour notre corps. Et la pauvre Gladys Deacon en a payé les frais. C'était une duchesse franco-américaine. Apparemment elle était canon, tout le monde lui tournait autour et en plus de ça elle était blindée. Malheureusement elle a gâché sa vie à cause des injections. Elle voulait juste une petite injection dans le nez, tu vois, pour réduire un peu la bosse qu'elle avait, quelque chose de très naturel, pour que tout le monde continue à croire qu'elle était belle naturellement. Mais bien évidemment, ça s'est pas du tout passé comme ça, sinon je vous raconterais pas l'histoire. L'injection de son nez a migré jusqu'à son menton, et après quelques jours, c'est son visage entier qui a commencé à gonfler. C'est ce qui se passe quand notre organisme détecte un corps étranger et tente de s'en débarrasser. D'ailleurs, ça me rappelle l'histoire de Hang Myung-soo qui s'était injecté de l'huile de friture dans le visage. J'ai fait un short d'ailleurs sur elle, si jamais vous voulez aller voir. Bon, en gros, ton corps finit par s'enflammer, tu te retrouves avec des boules un peu partout dans le corps, c'est vraiment pas sympa. Son visage entier a fini par gonfler et elle a passé le reste de sa vie sans se regarder. Ouais, parce que malheureusement à l'époque ils savaient pas encore comment dissoudre les injections. Donc croyez-moi, Gladys n'est pas la seule à en avoir payé les frais. Bref, Dr Maxwell Matz entre dans l'histoire. Tu vas voir à quel point les gens changent quand il y a de l'argent en jeu. Maxwell est stagiaire dans un hôpital. Un jour, il assiste à un accouchement et quand les parents découvrent l'enfant, ils sont terrifiés. Le bébé avait un bec de lièvre. C'est rien de nos jours, mais alors à l'époque, quand t'avais un bébé qui avait une malformation ou quoi que ce soit, les gens se disaient que c'était Dieu qui se vengeait et Maxwell s'est dit non, je dois sauver ces bébés. C'est pas la première fois que vous m'entendez dire ça. Bon, à ce moment de l'histoire, la chirurgie est réservée aux riches. Les femmes se font des rhinoplasties à gogo dans tous les sens, pas parce qu'elles en ont besoin, mais juste parce qu'elles veulent prouver à leurs copines qu'elles peuvent se permettre de le faire. Dr Maxwell a donc fini par être alpagué par la noblesse pour des opérations de rhinoplastie, des injections en tout genre. Et il a totalement laissé tomber l'idée de soigner les bébés, hein, croyez-moi. Bon, on n'est plus du tout dans le je veux redevenir moi-même, je veux être normale. Non, là c'est je veux être parfait. Ou parfaite. Et forcément, même ceux qui n'étaient pas ducs ou duchesses commencent à s'intéresser à ces techniques. Il y a donc un petit rebranding à ce moment-là pour que les gens n'aient plus peur de la chirurgie esthétique. Et les chirurgiens ont décidé d'appeler ça la médecine esthétique. Ça fait beaucoup moins peur quand même. Dr John Howard Crum a donc commencé à dire aux filles que le lifting était l'opération qu'il leur fallait. Tout le monde avait besoin d'un lifting. Et en plus, c'était rien. C'était juste une petite opération de rien du tout. Et il voulait absolument le prouver au monde. Donc en 1920, il eut l'idée folle de réaliser une opération de lifting devant des spectateurs. Et plus de 1500 personnes sont venues pour voir l'opération. C'était vraiment l'événement de l'année. Bon, de base, il avait prévu d'effectuer cette opération derrière un rideau blanc, tu vois, pour qu'on voit, mais pas non plus trop. Mais quand il a débuté, le public a commencé à crier en mode hey, moi je suis pas venu ici pour voir des ombres derrière un rideau blanc, tu vois, retire-moi ça. Il retire donc le rideau. Et là, choc total. Il est en train d'opérer Martha Petel. Le public s'attendait à ce qu'il opère une femme lambda, tu vois. Mais non, c'était Martha, une actrice new-yorkaise super connue. Martha avait absolument besoin de ce lifting. Pour des raisons professionnelles. Parce que les producteurs commençaient à lui proposer des rôles de maman, des rôles de femme mature. Et plus du tout le rôle de la jeune femme fraîche, 18 ans. Tu vois ce que je veux dire? Martha voulait donc retrouver la beauté de sa jeunesse. C'est légitime quand même. Mais c'était pas une opération normale. Hein. Un article raconte ce jour en détail d'ailleurs. Il y avait un orchestre qui jouait de la musique jazz pendant toute l'opération. Martha était éveillée, elle avait juste une anesthésie locale du visage quoi. Elle parlait avec sa fille et avec le docteur, normal. D'ailleurs je me demande comment elle a réussi à parler alors qu'elle avait une anesthésie du visage. Genre normalement tu peux pas bouger ta bouche, non? Bon, clairement il y avait deux types de réactions dans le public. Soit les personnes tombaient dans les pommes à la vue du sang, soit elles étaient complètement émerveillées alors que le chirurgien incisait Martha au niveau des oreilles et au niveau du cou avant de tirer sa peau. À la fin de l'opération, Martha se lève comme si de rien n'était et montre à la foule son magnifique visage tout tiré. Tout le monde applaudit et voilà quoi.
Super coup de pub. Et je peux vous dire que le Dr Crumb a eu une carrière très glorieuse après ça. Mais les femmes en voulaient plus, elles voulaient être parfaites. Et c'est là qu'on commence à parler des implants mammaires. Cette histoire est incroyable, vraiment c'est ma préférée. On est en 1895, une chanteure super connue dans sa ville pour être la chanteuse, tu vois. C'est un peu la Aya de l'Allemagne, tu vois. Bref, elle se prépare pour aller sur scène. En se regardant dans le miroir, elle aperçoit une sorte de grosseur dans son sein gauche. Elle panique et fonce voir le docteur. Alors là, vous allez m'excuser, je vais devoir lire parce que vraiment l'allemand c'est pas pour moi. Vinzenz Czerny, un médecin allemand super connu pour être le chirurgien des femmes. Il savait s'occuper de tout ce qui était vaginal, cancer, saignement, etc. Bref, il l'examine et remarque 2 tumeurs. Une dans le dos au niveau des lombaires et une dans le sein qui malheureusement s'avère être cancéreuse. Et là il lui dit bon écoutez, si vous voulez survivre, il n'y a qu'une solution, il faut absolument que je retire la tumeur cancéreuse. La pauvre elle pleure, elle est dévastée, elle se dit que si elle perd son sein, sa carrière de chanteuse est terminée. Et c'est là que Dr Czerny lui dit attends, je crois que j'ai une idée. Il l'installe sur la table d'opération, retire la tumeur cancéreuse, il retire ensuite la tumeur bénigne qui se trouvait dans son dos et la place là où elle avait son sein. C'est un génie en vrai. Bon après moi je kifferais pas trop avoir une tumeur à la place d'une autre tumeur, même si elle est bénigne et tout, c'est quand même un peu bizarre. Et je me demande aussi elle faisait quelle taille cette tumeur pour que ça prenne la place de son sein. Ça a révolutionné le monde de la chirurgie, à tel point qu'il a reçu le prix Nobel de la paix. 3 fois en tout dans les années 1900. Bon, on n'entend plus trop parler des seins, il y a la guerre, etc. Voilà, les gens sont quand même concentrés sur des choses plus importantes. Jusqu'à la mode des pin-up girls en 1940. Vous savez, c'est ces femmes hollywoodiennes avec des fortes poitrines, des courbes très généreuse, Marilyn Monroe, tout ça. Les soutiens-gorge rembourrés, c'est cool, mais les femmes veulent avoir des vraies poitrines. On est en 1960, Dr Géraud touche une perfusion de sang pour la première fois. Et directement, il se dit « Oh, ça ressemble à un sang !» Il va donc voir son associé, le docteur Cronin, et il lui dit « Écoute, j'ai une idée. Et si on crée un implant mammaire qui a la même consistance qu'une poche de sang ?» Ils réfléchissent longuement avant de s'associer à une usine qui fabrique du silicone. Et boum, l'implant Cronin-Géraud est né. Oui, de base, il l'avait appelé comme ça, mais ça n'a pas duré très longtemps. Bon, ils se disent, ok, super, on a l'implant, mais il faut qu'on le teste maintenant. Je suis sûre qu'ils étaient dans la pièce un peu en mode genre... Du coup, qui est-ce qu'il fait? Toi ou moi? Finalement, ils tournent la tête et voient une petite chienne. Et bien évidemment, ils se disent « Waouh, c'est le sujet parfait pour ce test ». Ils prennent donc Esmeralda, la chienne, la mettent sur la table d'opération et lui insèrent 2 implants en silicone de la taille d'un biscuit. Franchement, heureusement qu'ils lui ont pas mis des implants mammaires normaux, hein, parce que je me suis dit « Mais la pauvre, c'est horrible ». Elle se réveille et les 2 chirurgiens commencent à l'observer pendant plusieurs jours. Est-ce qu'elle survit? Comment elle réagit? Comment est-ce que ça cicatrise? Bref. Et bien heureusement pour eux, absolument rien ne se passe. Donc les 2 se disent « Ah super, ça a fonctionné sur un chien, on va maintenant pouvoir essayer sur un humain ». Je sais pas toi, mais moi je les vois trop comme des fous les 2 là. Ils sont vraiment bizarres. On est en 1963, Timmy John Lindsay, 29 ans, décide de se faire tatouer le prénom de son amoureux du moment. Seul problème, quelques jours après, ils se séparent et elle veut absolument faire retirer le tatouage. Elle se dit qu'avec ça, elle va jamais réussir à trouver un nouveau mari. Elle se rend donc à l'hôpital et tombe sur le docteur Géraud. Et il voit directement qu'elle est un peu désespérée, un peu vulnérable. Il se dit écoute, on va tenter. Il lui propose donc une nouvelle paire de seins gratuits. Elle signe et quelques heures après, elle se réveille un peu en mode j'ai l'impression d'avoir un éléphant sur la poitrine là, c'est normal. Mais à part ça, les nouveaux seins de Timmy étaient parfaits. D'ailleurs, elle a passé plus de 60 ans avec. Elle dit avoir aimé la manière dont les hommes la sifflaient dans la rue. Un peu spécial Timmy quand même. Après ça, les chirurgiens ont vendu près de 50 000 implants mammaires en 8 ans. Ils ont fait fortune, encore une fois. Dans les années 70, l'industrie des implants mammaires a complètement explosé. Et c'était pas si cher que ça en plus à l'époque. Fallait compter à peu près 4 000 €, ce qui veut dire que même les femmes de la classe moyenne pouvaient se permettre d'en avoir. 1980, c'est la folie. Tout le monde veut des faux seins, tout le monde veut ses implants. C'est devenu quelque chose de vraiment commun. Pour vous dire, certains chirurgiens font jusqu'à 17 opérations par jour. À cette époque-là, un chirurgien aux États-Unis gagne environ 1 à 3 millions de dollars par an. Les footballeurs gagnaient pas autant. Mais malheureusement, après quelques années, ils se sont rendus compte que les implants n'étaient pas du tout sans danger. Oups. En effet, en 1991, une femme a gagné 7,3 millions de dollars après avoir porté plainte contre Dow Corning. C'est la marque qui fabrique le silicone, l'usine dont j'ai parlé tout à l'heure. En effet, son implant s'est ouvert dans son corps, lui causant une maladie incurable et douloureuse. Mais ça n'a pas calmé les autres, hein, parce qu'en 1992, les meilleurs chirurgiens américains gagnaient 500 millions de dollars par an, juste avec les opérations des seins. Mais malheureusement pour Dow Corning,
bang. Des milliers de plaintes sont portées contre eux suite à des problèmes avec les implants. Et à la fin des années 90, les implants en silicone ne sont plus vraiment à la mode juste parce que tout le monde en a peur en fait. Les implants en saline viennent donc leur voler la place. Ils sont beaucoup moins dangereux car ils sont composés d'un mélange d'eau et de chlorure de sodium. Ce qui veut dire que même s'ils se percent, pas trop de risque d'avoir des problèmes. Mais en 2006, les implants en silicone font leur grand retour, avec des nouveaux implants sans risque du moment qu'on les change à peu près tous les 10 à 20 ans. Bon, qu'en est-il aujourd'hui? Autrefois, l'augmentation mammaire et la rhinoplastie étaient les deux opérations les plus populaires. Mais en 2023, il s'agit de la liposuction et le BBL qui sont les opérations les plus réalisées. Bien évidemment, je vais en parler dans mes prochaines vidéos, c'est mon sujet préféré, le BBL, donc abonne-toi. Les experts estiment que le marché de la chirurgie esthétique va tripler d'ici 10 ans. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle t'a plu, laisse un commentaire et un like si c'est le cas, et on se dit à dimanche prochain pour un nouvel épisode de Beauté à tout prix.